présidentielle, il a donné mandat au CPA d'interagir avec la diaspora pour faire un plaidoyer de la diaspora, la mettre en valeur et l'embarquer dans la relation Afrique-France, mais sous l'angle économique. Et donc, nous, pour faire ça, nous avons commencé à faire une chose simple. Nous avons demandé en fait à Opinionway de faire un sondage qui a sondé environ 1000 Français issus de la diaspora d'origine africaine. Et au fond, il y a deux choses importantes pour notre discussion qui sont apparues lors de ce sondage. Mm-hmm. La première chose, c'est que 73% à peu près disaient que l'intégration, ça ne fonctionnait pas bien. Donc, on avait raison d'aller leur parler. Et 71% étaient partants pour porter un projet vers l'Afrique, un projet entrepreneurial. Et donc, nous avons, fort de ça, nous avons organisé un tour de France de l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Nous avons organisé donc ce tour de France-là, dans un premier temps. On a fait un tour de France qui est relativement... on a fait 2 tours de France d'ailleurs. Le premier tour de France où on a identifié des porteurs de projets, on les a accompagnés et donc depuis, on leur a trouvé des solutions concrètes. On les a accompagnés et on a lancé une deuxième vague de porteurs de projets et ils sont également en cours d'accompagnement. Je pense qu'il était important pour nous de valoriser cette diaspora et de trouver le moyen de communiquer avec cette diaspora. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, au niveau de l'entrepreneuriat, je pense que l'entrepreneuriat, c'était la façon finalement de donner, finalement de faire de l'inclusion sociale de la diaspora en les embarquant dans une dynamique entrepreneuriale, parce que l'entrepreneuriat, ça permet finalement d'améliorer l'employabilité, qui est un vrai sujet dans la diaspora. Également, ça permet de contribuer au changement de regard, parce que ce changement de regard met en avant les gens de la diaspora qui réussissent, permettent de contribuer au changement de narratif. Et il était aussi important, en même temps que l'inclusion financière, de mettre en valeur également les porteurs de projets de la diaspora. Voilà ce qu'on a voulu faire. Et donc, il y a un lien très naturel entre la diaspora, mettre en valeur la diaspora, et également encourager l'entrepreneuriat, parce que les deux se nourrissent mutuellement. Merci Wilfried pour cet éclairage. J'aimerais juste peut-être revenir sur la connexion avec Madame la Ministre pour voir si on a plus de son, parce que j'aimerais, ou peut-être on va essayer tout à l'heure de voir si on arrive à la retrouver. Mais en tout cas, je vais continuer dans ce sens. Je me tourne vers Arlande Jogger, donc Arlande, fondatrice d'EvoSmart. La même question, justement, pourquoi justement mettre en avant, pourquoi cette diaspora, on a besoin de cette diaspora, pourquoi c'est une chance pour la France, pour l'Europe, pour l'Afrique? Alors, j'ai juste remis mon masque parce que j'avais un petit peu de mal à respirer tout à l'heure. Je pense que les éléments ont déjà été donnés par Madame la Ministre et Monsieur Dorigo. Les diasporas sont effectivement un pont, on en parlait la semaine dernière à Bruxelles, entre l'Europe et l'Afrique. Ce sont ces personnes qui ont un peu de cette culture de là-bas et qui ont aussi cette culture d'ici. Et qui ont du coup cette capacité à parler les deux langues, à appréhender les deux cultures. On sait bien qu'une relation entrepreneuriale ne se base pas que sur une action de transaction de biens ou de services. Il y a un contexte culturel qu'il faut connaître. On ne fait pas du commerce ou de la relation commerciale de la même manière en Arabie Saoudite ou dans les pays du Soudan
qu'on le ferait, je ne sais pas moi, au Bénin, pour ne pas citer, ou au Togo. Et c'est cette capacité à comprendre les codes des deux mondes que les diasporas apportent. Pour ne donner que cet exemple-là, aux entreprises qui ont envie de tenter ou qui ont envie de s'aventurer sur le continent africain et d'en saisir les opportunités, et inversement, pour les compétences et les entreprises africaines qui auraient envie de se saisir des opportunités du marché européen. Merci Arlande. Et je me tourne vers notre hôte, Guillaume Marescot. Donc, vous êtes vice-président de l'IRCAD. Merci d'abord de nous accueillir ici, nous sommes ravis. Moi, je découvre les lieux, je vis à Strasbourg depuis peu, je ne connaissais pas, donc bravo. Justement, pouvez-vous nous dire un petit peu quelques mots sur l'IRCAD à Strasbourg et également en Afrique, il y a un partenariat. Donc, comment est-ce que le centre collabore justement avec les startups du territoire Grand Est et votre relation avec les acteurs en Afrique? Merci. Alors, déjà, humblement, je ne suis que le vice-président de l'IRCAD Africa, pas de l'IRCAD France. Ah, mais je vous ai promu, là. Oui, écoutez, super. Je le fais tout le temps. Je fais rapidement l'historique. En fait, l'IRCAD, ça a été créé en 1994, à l'époque où il y a eu un grand changement en chirurgie. On est passé de la chirurgie ouverte à la chirurgie mini-invasive. Le principe, c'était de pouvoir faire bénéficier le maximum de patients dans le monde de ces nouvelles technologies et donc de créer un centre de formation et de recherche. Pour la formation et la recherche, tout ça, on avait eu besoin de budget. Donc, il y a eu des budgets publics qui ont été donnés, des investisseurs privés qui ont donné beaucoup d'argent. Et ça a permis de créer l'IRCAD. Avec maintenant, on est le plus grand centre de formation en chirurgie mini-invasive dans le monde, avec 6000 chirurgiens qui viennent tous les ans à Strasbourg, de plus de 100 pays. 800 key opinion leaders qui se déplacent dans les différents IRCAD du monde entier. Parallèlement à ça, on a fait une université virtuelle, WebSurge, où on a 400 000 membres qui se connectent régulièrement et qui apprennent des plus grands chirurgiens. C'est incroyable que vous êtes connu dans le monde entier et moi je ne vous connaissais pas en France. C'est la chirurgie mini-invasive, c'est un petit peu plus pointu comme domaine. Et en fait, en plus de ça, il y a eu de la recherche. Alors la recherche s'était basée sur la chirurgie augmentée, parce que qu'est-ce que vous rêvez d'avoir un chirurgien? Il rêve d'avoir plusieurs choses. Il rêve de mieux voir, mieux toucher et mieux comprendre. Alors mieux voir, c'est l'œil augmenté. On a eu une start-up qui sort de l'IRCAD, qui est Visible Patient, qui crée des clones virtuels des patients pour que le médecin puisse vraiment préparer au mieux son intervention. On a ensuite la robotisation avec la main augmentée. C'est quoi la robotisation? Ici, vous avez, là en dessous, on a une douzaine de robots. Il y a une vingtaine de robots chirurgiens ici. C'est le plus grand centre au monde de formation en robotique chirurgicale. Et ensuite, on a le cerveau augmenté. C'est tout le travail de recherche sur comment l'intelligence artificielle va aider le chirurgien à prendre les meilleures décisions au moment des interventions. Ensuite, après tout ça, c'est devenu petit, c'était Strasbourg. Donc il y a eu des demandes d'internationalisation. Donc il y a eu, l'IRCAD s'est créé ensuite à Taïwan, au Brésil, avec Sao Paulo, Rio, au Liban, bientôt près de Shanghai, aux États-Unis. Et ce qui nous intéresse, c'est l'IRCAD Afrique. Et si vous me demandez pourquoi en Afrique, il y a deux raisons principales. La première, c'était un rapport de l'OMS qui disait que 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à la chirurgie de base. Et malheureusement, on sait que le continent africain est pas doté en chirurgiens suffisamment, en matériel. Et donc, c'est un continent d'avenir où il va falloir vraiment former les gens pour que ça, c'est une des missions de l'IRCAD, justement. Exactement, de former. Et donc, de réduire le gap entre le nord et le sud, on va dire ça simplement. Et donc, de former ces chirurgiens à apprendre les technologies qu'on pratique maintenant ici et pas pratiquer des chirurgies qu'on faisait ici. Mais aussi les collaborations entre les différents pays là où vous êtes implantés. Tout à fait, partout. C'est la mission qui a été donnée partout. Et parallèlement à ça, il fallait aussi un investissement. Donc, il fallait qu'on soit suivi par les investisseurs, donc les entreprises qui nous soutiennent depuis le début. Donc, on a eu toutes les entreprises qui ont accepté de suivre, que ce soit Karl Storz Endoscope d'Allemagne, Medtronics, Siemens, qui va créer au sein de l'IRCAD Africa le plus grand centre de formation en imagerie médicale en Afrique, Intuitive Surgical, qui va offrir un robot chirurgien là-bas au Rwanda. Donc, ensuite, il fallait aussi que les chirurgiens soient d'accord de venir. Et ça, tous les chirurgiens à qui on parle sont plus qu'enthousiastes de partir des États-Unis, d'Asie pour venir en Afrique pour enseigner aux autres. On a eu ensuite, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la recherche et les startups. Donc, on a découvert là-bas vraiment des ingénieurs de qualité. On a actuellement 12 ingénieurs temps plein qui travaillent au sein de l'IRCAD Africa pour développer un projet. Ce projet, il est venu
tout est venu un peu en même temps. Un rapport de l'OMS qui disait que 5 milliards de personnes n'ont pas accès à de l'imagerie médicale. C'est énorme. C'est énorme. Et malheureusement, à Strasbourg, on travaille sur la Rolls avec des scanners, des IRM dernière génération. Et il est impossible d'imaginer que ce soit quelque chose qui se démocratise. Et pour le bien du patient, il fallait trouver autre chose. En même temps, on a de nombreuses startups en France qui créent des échographes low cost. Pour certains, pour moins de 500 €, on arrive à avoir des échographes. Et en fait, le travail de recherche va consister à intégrer à ces échographes de l'intelligence artificielle pour permettre à des personnes non spécialisées, on va dire, de diagnostiquer et de comprendre des pathologies qui pour l'instant, ne sont pas accessibles. Donc, on peut imaginer des endroits très reculés d'Afrique, mais également, même en Europe, des endroits où les gens n'ont pas un accès. Donc, c'est vraiment un gros projet de recherche. Il est financé en grande partie par la région Grand Est, par des donateurs privés, enfin des entreprises de la région, Soprema, Aquatic Show, les Cuisines Schmitt, le groupe KS, qui vont financer des chercheurs là-bas. Et donc, l'IRCAD Africa s'inscrit vraiment comme ça va être un hub santé qu'on essaie de créer là-bas. Il y aura un biocluster, il y a des startups qui veulent s'investir. Nous, on espère pouvoir ouvrir rapidement une startup là-bas et les premiers résultats en 1 an sont géniaux, Formidable. donc ça va se faire là-bas. Les industriels ont tous accepté et investissent massivement. C'est des sommes colossales qu'ils investissent pour apporter les connaissances aux chirurgiens locaux. Et ça bénéficie aussi localement parce que l'architecte du bâtiment est un Alsacien, Patrick Schweitzer. On a l'entreprise qui va gérer l'audiovisuel et l'IT, qui sont ceux qui ont géré ça ici dans cet amphithéâtre, qui ont été aussi prises pour le faire là-bas et qui sont toutes ravis déjà d'obtenir ces contrats. Mais moi, ce que je note le plus, c'est qu'ils sont tous ravis de partager et d'avoir un impact local sur les populations et sur les gens. Voilà, comme quoi la région Grand Est, très dynamique. Et pour mes collègues parisiens qui nous regardent, qui me demandent toujours « Mais qu'est-ce que tu allais faire à Strasbourg ?» Il y a des choses qui se passent à Strasbourg, vous le voyez bien, hein, c'est un écosystème formidable. Merci Guillaume, merci pour cet éclairage. Je reviens vers Wilfried, que j'espère est toujours avec nous, avec une bonne connexion et un bon son, j'espère. Wilfried, vous êtes toujours là? Donc, Je suis Wilfried... toujours là, oui. Super. On On a a retrouvé retrouvé Elisabeth. également voilà, absolument. Non, mais j'allais enchaîner avec les programmes, mais juste avant qu'on parle des solutions, Wilfried, et on va parler juste comment ces solutions sont construites, peut-être je vais juste passer très rapidement la parole à Elisabeth tant qu'on a du son. Elisabeth, j'espère que ça marche cette fois-ci, parce qu'on n'avait pas entendu la fin de vos propos, hein, donc on aimerait vous écouter. Vous savez, cette expérience me rappelle quand je vivais en Afrique du Sud et qu'on avait des lockdowns où on s'arrachait les cheveux parce qu'on ne pouvait pas dire les choses correctement. Je suis vraiment navrée de cela. Mais pour faire très, très court, en vérité, je vais vous dire juste quelques mots. Je pense qu'il est plus que temps que nous changions les rapports qu'il y a entre le continent africain et la France. Que Emmanuel Macron a donné une bonne dynamique à cela et qu'il appartient à toute la diaspora, parce que beaucoup d'entre vous l'avez dit, vous ne m'entendiez pas, mais moi je vous entendais. En vérité, je pense que notre diaspora a la chance d'avoir une double culture, d'avoir une capacité d'adaptation hors du commun. Le continent africain, il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, ça n'est rien d'autre que créer des solutions et des services et des produits qui répondent à des besoins. Et le continent africain est certainement celui qui est le plus en devenir, qui a la jeunesse la plus dynamique et qui sera la plus dynamique d'ici 2050, où il y a énormément de choses à faire et à construire. Et les diasporas, de par ce qu'elles ont appris, de par ce qu'elles ont expérimenté, de par le fait qu'elles soient un pont entre les deux continents, a cette capacité de raconter une histoire et de créer des choses qui n'avaient jamais été créées auparavant. Donc, puisque l'environnement politique est propice, puisque les compétences sont de plus en plus développées et puisque les Africains de la diaspora ont de plus en plus envie de contribuer au développement du continent, et je crois que vraiment que c'est maintenant ou jamais. Formidable, merci Elisabeth Moreno et on est ravis, enfin le son marche, donc c'est parfait. Nous allons justement parler de ces programmes, c'est aussi pour ça qu'il y a les gens dans la salle aujourd'hui et ceux qui sont derrière leurs écrans, donc de tous ces programmes. Wilfried, peut-être juste un petit mot pour nous expliquer comment le CPA a construit ces solutions. J'imagine que vous avez travaillé avec les acteurs du terrain pour construire ces solutions ensemble.
Oui, tout à fait. Nous avons organisé un Tour de France, deux Tours de France maintenant. Nous avons commencé en réalité en septembre 2020. On a fait donc une première vague. On a eu des lauréats qu'on a accompagnés avec des solutions concrètes. Concrètement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés donc à la rencontre de ces entrepreneurs pour comprendre quelles étaient leurs attentes, quelles étaient leur malaise également, et avec les acteurs, nos partenaires, co-construire avec eux finalement des solutions. Et de ce Tour de France-là, nous avons identifié en fait 3 difficultés majeures. La première, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais les entrepreneurs ne sont pas forcément au courant, ou alors ils n'ont pas les bons réseaux pour avoir l'accès à l'information, ou alors les bons codes pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir aller vite à l'essentiel. Donc, il y avait un déficit d'information et c'était la première difficulté qu'ils rencontraient. La deuxième difficulté, c'était une difficulté je dirais, d'accompagnement et de mentorat. Vous savez, personne ne naît entrepreneur, on le devient parfois en trébuchant, et si on a un mentor qui peut permettre d'aller plus vite et de ne pas faire les erreurs, ça permet d'accélérer. Et donc, il y avait ce besoin-là. Et le troisième besoin, qui curieusement arrivait, c'était pas la première préoccupation, c'est le financement. Et qui dit financement dit qu'il faut avoir des projets déjà bien construits, bien élaborés, et souvent, beaucoup ont besoin, pensent avoir déjà des projets bien ficelés, et quand on commence à étudier leur dossier pour être accompagné, on se rend compte qu'ils ont besoin en réalité d'accompagnement pour structurer leur projet qui n'était pas bien ficelé. Ils ont besoin de mentors, et en fait, la préoccupation de financement n'arrivait qu'en dernier. Et bien entendu, avec les différents partenaires qu'on a, et j'en profite d'ailleurs pour les remercier. On a eu BPI France, on a eu Business France, on a eu des écoles de formation comme l'ESSEC, on a eu des cabinets d'avocats, on a eu des dizaines d'incubateurs qui nous ont accompagnés, que je remercie. Et donc, fort de ça, nous avons co-construit un programme qui est adapté pour des entrepreneurs qui ont déjà 2 années d'existence et qui ont besoin de passer à l'échelle. Il y a d'autres solutions qui existent pour ceux qui sont au tout début de l'histoire. Voilà, j'espère que nous n'avons pas été trop long. Donc voilà ce que nous avons voulu faire en tout cas. Merci Wilfried. Nous allons en parler justement tout de suite, dans quelques instants. Madame la ministre, merci beaucoup. Heureusement, on a pu se reconnecter. Donc, Elisabeth, si vous êtes toujours là, donc merci. Peut-être un petit dernier mot avant de partir. Mais je pense que la connexion... Ah si, elle est toujours là, tout va bien. Elisabeth, un petit mot pour les entrepreneurs. Je vous entends très bien. Un petit mot rapide pour nos entrepreneurs de la diaspora qui sont ici et derrière leurs écrans, très rapidement. Écoutez, très rapidement, je vais vous dire que, comme beaucoup d'entre vous, le 16 février dernier, j'ai assisté à la conférence Investir ensemble pour une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe, qui a été organisée justement par l'AFD à la station F. Et il y avait le président Macron, il y avait le président Macky Sall et plein d'entrepreneurs dans la salle. Moi, ce que j'ai senti, c'est une ambition qui est vraiment à l'image de la nouvelle relation qu'on a envie d'impulser avec l'Afrique. Il y avait une série d'ateliers sur la nouvelle alliance euro-africaine, sur les investissements dans les infrastructures durables et le financement justement des PME africaines, qui est revenu très souvent, parce que souvent quand on parle d'entrepreneuriat, on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre, et on sait que c'est ça souvent qui empêche de pouvoir avancer dans les projets entrepreneuriaux. Donc je crois que dans cette nouvelle relation, il y a l'aspect partenarial, véritablement de relations gagnant-gagnant. Et vraiment, je veux lancer un appel à nos diasporas et leur dire que c'est plus que jamais le bon moment pour elles de s'impliquer pleinement et sans aucun complexe dans cette nouvelle relation, parce qu'elles y ont pleinement leur place à jouer,
Qui mieux que ces diasporas incarne cette relation si particulière entre la France et l'Afrique? Qui mieux que notre jeunesse de part et d'autre de la Méditerranée pour renouveler cette relation que tout le monde appelle de ses vieux et de ses voeux, pardon. Et moi, je vais vous dire que c'est une fierté vraiment immense pour tous les Africains de la diaspora que j'ai vu entreprendre. À chaque fois, ce qu'il y a, c'est cette fierté de pouvoir contribuer au développement du pays de nos parents ou de celui qu'ils ont choisi pour nous. Donc, je veux vraiment vous dire à toutes et à tous que la place est là, que l'environnement est propice à cela, parce que dans le monde post-Covid, on a besoin de tout le monde, et en particulier des femmes, parce que les femmes sur le continent africain investissent massivement. Je sais leur capacité de créativité, d'innovation. Je sais que ça n'a pas toujours été facile pour elles, que ce soit en France ou sur le continent africain, et jamais on a autant investi, que ce soit BPI France, que ce soit Business France, que ce soit l'AFD, pour donner de la place aux femmes pour investir. Donc, à vous toutes et à vous tous qui rêvez depuis longtemps d'entreprendre, mais qui ne saviez pas comment faire, qui n'osiez pas le faire, dites-vous qu'aujourd'hui, il y a une multitude de moyens d'y parvenir. Le CPA peut vous y aider, et je sais qu'ils vous ont partagé beaucoup de ressources pour y arriver. Et je vais juste vous dire une chose, si on ne prend pas notre destin en main, personne ne le fera pour nous, et plus que jamais, le moment y est propice. Aujourd'hui, malgré les guerres, malgré les anxiétés, malgré les problématiques, c'est justement dans ces moments-là qu'on a le plus de place pour entreprendre et réinventer l'avenir. Et l'avenir se prépare aujourd'hui. Merci Elisabeth Moreno, merci Wilfried, merci Guillaume. Merci Arlande, merci à tous les quatre pour ces mots d'introduction. Et maintenant, il est l'heure d'accueillir notre invité spécial dans la prochaine séquence, le face-à-face. Merci d'accueillir Absatoussi.